Alors, avant le quiz, pardon. Hop, voilà. Je vais d'abord présenter Enedis. Alors, un peu comme Legrand, je pense que vous avez tous en tête qui peut être Enedis, mais il y a 2-3 points importants à rappeler, notamment quand on va parler de mobilité électrique. Enedis est le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité sur 95% du territoire français. La distribution, c'est un monopole régulé en France, donc ça veut dire qu'Enedis est une entreprise qui assure une mission de service public, dont l'activité est la gestion du réseau. C'est-à-dire qu'Enedis ne vend pas de système de recharge, Enedis ne vend pas de voitures électriques non plus. Mais donc, que vient-on faire là? De manière très humble, on va dire qu'il n'y a pas de mobilité électrique sans réseau électrique et qu'à ce titre-là, on a un rôle à jouer important en France. Donc, c'est un rôle qu'on a choisi de jouer de manière proactive afin de faire preuve de neutralité, de pédagogie sur l'ensemble du sujet, notamment en ce qui concerne le résidentiel collectif. J'en dis pas plus, on va effectivement passer au quiz. Alors, d'après vous et d'après les prévisions, ça rejoint un peu la question que tu levais, Xavier, mais combien de véhicules électriques rechargeables devraient être en circulation en France d'ici 15 ans? Voilà, je lance le quiz sous ton contrôle. Donc, il y a 4 réponses possibles. 3 millions, 7 millions, 17 millions, 38 millions. Exactement. Alors, ce que j'ai pas, c'est de combien on part. C'était le chiffre qui manque. Donc, allez, on vous laisse voter. Allez, 6 secondes, 10 secondes, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Je mets fin au vote et je partage les résultats. Eh bien, bravo. Effectivement, d'après les prévisions, alors ça ne reste que des prévisions, elles sont fondamentalement fausses, mais on prévoit que le marché de véhicules devrait atteindre 17 millions de véhicules électriques d'ici 2035. Alors 38 millions pour les 14% qui ont voté, c'est le nombre total de véhicules qui circulent aujourd'hui en France. Et donc vous voyez que ce 17 millions, on est à peu près à la moitié des Français qui devraient être en véhicule électrique d'ici 2035. Et dans le contexte actuel, alors pourquoi on arrive à 17 millions? Parce que ce sont des prévisions qui augmentent chaque année, notamment parce que dans les dernières actualités, je ne sais pas si vous avez ça en tête, mais la Commission européenne a voté cet été le paquet qui s'appelle Fit for 55, qui prévoit de baisser de 55% les émissions de CO2 de l'Europe d'ici 2030, dans lequel il y a notamment de nombreux volets mobilité électrique, mais particulièrement une notion qui est d'avancer de 5 ans la fin des ventes de véhicules thermiques qui était d'abord prévue à 2040 et qui a été ramenée à 2035. Ça n'a pas manqué de faire agir un certain nombre de constructeurs, notamment allemands, qui ont dit qu'ils pourraient le faire dès 2030. Mais en tout cas, ça vous montre que d'ici 2035, la moitié des Français devraient rouler en véhicule électrique et l'autre moitié n'aura pas le choix que d'acheter un véhicule électrique. Donc ça montre un petit peu la pente, ou en tout cas le volume qui nous attend. Alors pourquoi le résidentiel collectif? Parce que simplement lorsqu'on est utilisateur de véhicules électriques, et j'imagine qu'il y en a quelques-uns autour de l'ordinateur, la recharge principale, elle se fait à domicile. D'après les enquêtes qu'on peut mener, on dit que 90% de la recharge se fait à domicile, et quasiment la moitié, 45% des Français vivent en immeuble collectif, une part importante en copropriété, 2 tiers d'entre eux et 1 tiers dans le parc social. Et on n'est évidemment pas tous logés à la même enseigne, puisque lorsque vous vivez en maison individuelle, c'est globalement assez simple d'installer une borne de recharge. Lorsque l'on vit en immeuble, que ce soit dans un immeuble en copropriété ou dans le parc social, c'est tout de suite un peu plus compliqué. Pour favoriser l'émergence du sujet et le développement des bornes de recharge, il y a évidemment un arsenal réglementaire qui a été mis en œuvre qui permet de faciliter, d'accélérer l'équipement des copropriétés. Et j'évoquerai en fin de présentation une actualité particulière autour de ce sujet-là. Hop. Et il faut appuyer sur, voilà, sur Ouais, barre c'est bon, espace. c'est que j'étais plus dessus. Voilà. La première évolution qui a eu lieu, puisque c'est en fait une évolution, sont été des évolutions en cascade, la première évolution qui a eu lieu, et j'imagine que vous connaissez ce terme, c'est le droit à la prise. Le droit à la prise, qu'est-ce que c'est? C'est de dire que dans une copropriété, un copropriétaire peut s'engager dans une démarche individuelle d'installation de bornes de recharge en faisant valoir son droit à la prise, qui lui permet d'imposer à la copropriété qu'il installe à ses frais sa borne pour lui, qu'il pourra connecter sur les installations électriques de la copropriété pour alimenter sa borne. Alors évidemment, il vous rétribuera la consommation électrique qu'il engendre, mais en tout cas, c'est le droit à la prise. Et la copropriété ne peut pas refuser.
sauf si, il y a une seule raison, sauf si elle a prévu lors de la prochaine Assemblée générale de passer le sujet d'une infrastructure collective, c'est-à-dire une réponse que la copropriété dans sa collectivité apporterait au sujet de la recharge. Et donc c'est le deuxième levier, c'est effectivement de passer plutôt sur une démarche collective plutôt que sur une démarche individuelle de chacun des copropriétaires. Et là aussi, au fur et à mesure, des textes sont venus inciter ou en tout cas faciliter le sujet. Le premier a été dans la loi d'orientation des mobilités où les copropriétés ont l'obligation de passer à l'ordre du jour d'une assemblée générale d'ici le 1er janvier 2023 la question d'une étude comparative des solutions. Alors j'expliquerai après ce que ça veut dire, mais en gros, ça incite les copropriétés à se poser la question de l'infrastructure de recharge, pas forcément de voter cette étude, mais en tout cas de se demander si cette étude serait bénéfique dans le cadre de leur copropriété. Le dernier volet que je détaillerai à la fin, c'est une loi qui s'appelle Climat et Résilience qui a été promulguée le 22 août, qui n'est pas encore déclinée dans ses décrets d'application, mais qui prévoit de lever un certain nombre de leviers, notamment un levier important, qui est le préfinancement de ces infrastructures collectives pour éviter que le financement soit porté par la copropriété, mais plutôt par les copropriétaires. Alors, c'est une loi dans le cadre réglementaire qui a évidemment son parallèle dans la partie privée, puisque vous savez qu'il y a un certain nombre de configurations techniques que j'évoquerai juste après. Et dans chacune de ces configurations, l'objectif, c'est que vous puissiez bénéficier d'un préfinancement pour, encore une fois, éviter que ce soit la copropriété qui finance, mais bien les copropriétaires qui seront effectivement utilisateurs de l'infrastructure collective de recharge. Alors, une fois qu'on a dit ça, comment ça marche pour une copropriété qui souhaite se lancer dans l'infrastructure collective? Aujourd'hui, elle a plusieurs architectures possibles que je vais décliner derrière pour essayer de présenter un peu dans le détail les fonctionnalités qu'elles amènent. Je vais éviter de parler d'avantages et d'inconvénients des infrastructures, mais plutôt de vous dire que chacune vous amène une fonctionnalité et ne vous amène pas certaines fonctionnalités. Donc c'est vraiment une approche différente pour la copropriété, puis pour les résidents et copropriétaires. Ces architectures, qu'est-ce qu'elles changent? C'est plutôt le niveau d'alimentation électrique qui va amener ça. Alors la première architecture, c'est vous avez aujourd'hui dans votre immeuble une colonne montante qui va desservir l'ensemble des étages et depuis laquelle on va raccorder chaque appartement derrière dans lequel se situe un compteur d'électricité. Et puis vous avez un compteur électrique pour vos parties communes qu'on appelle vulgairement le compteur des services généraux, derrière lequel vous avez tous les usages communs électriques de la copropriété. La première architecture consiste à venir se brancher sur ce compteur, puisqu'il a sans doute un peu de puissance disponible, et venir poser une infrastructure de recharge. Tout ce qui se passe derrière un compteur, c'est l'électricité privée, donc ça veut dire que la copropriété doit faire appel à un installateur ou à un opérateur, et je vais expliquer la différence entre les deux juste après. La deuxième infrastructure qui se rapproche globalement de la première est de dire je n'ai pas de puissance sur le compteur existant, donc je vais venir créer un nouveau point de livraison, un nouveau compteur. Schématiquement, on a alimenté depuis la colonne, mais on pourrait l'alimenter depuis les réseaux. Enfin voilà. Ce compteur-là, il est créé par Enedis, il est raccordé par Enedis. Derrière ce compteur, là encore, vous êtes sur une infrastructure, une installation privée, et il faut faire appel à un installateur ou un opérateur privé. Alors le modèle qui existe et qui émerge beaucoup aujourd'hui, j'en parlerai dans le détail, c'est plutôt le modèle d'un opérateur de recharge. Le dernier modèle, la dernière infrastructure consiste à créer dans le parking l'équivalent de ce qui existe dans les logements, c'est-à-dire d'aller poser un câble collectif public, un câble de réseau public exploité par le gestionnaire de réseau Enedis, depuis lequel, lorsqu'un résident voudra installer une borne de recharge, on viendra alimenter un compteur qu'on posera sur la place du résident intéressé. Alors, qu'est-ce que ça change tout ça? Première architecture, vous voyez qu'il reste les plus, j'aime pas ce langage. Première architecture, le plus, allez, rentrons là-dedans, on ne va pas créer de nouveaux points de livraison. Bon. Puisqu'on va se raccorder sur un point de livraison existant qui est celui des parties communes. Les points d'intention à avoir lorsqu'on est copropriété, c'est l'étude électrique de ce point de livraison qui permet de ne pas perturber les fonctionnements des différents usages généraux de la copropriété. Le deuxième point, c'est que c'est un compteur existant et donc sa capacité de puissance, même si elle a parfois un peu de disponibilité, elle n'est pas infinie et donc elle va vous permettre de répondre aux 2, 3, 4 premières sollicitations, mais sans doute pas beaucoup plus. Et donc, il faudra passer aux infrastructures que j'ai évoquées juste après. Comment on gère la recharge dans ce cas-là lorsqu'on est copropriété? Deux méthodes possibles. Une méthode possible, c'est
la recharge va induire des consommations sur ce compteur des parties communes et donc les consommations devront être déduites des charges des utilisateurs in fine par le syndic. Et comment on fait ça? Vous avez, lorsque un installateur va poser les bornes de recharge, il va vous remonter au travers de la borne la consommation de chacun des utilisateurs, ce qui vous permettra de transmettre ça dans les charges. Deuxième modèle, donc je disais l'installation d'un point de livraison. Alors, le modèle qui émerge beaucoup, le modèle d'activité qui émerge aujourd'hui, c'est ce que je disais, l'apparition d'un opérateur de recharge. Un opérateur de recharge, c'est quoi? C'est une entité qui va vous proposer de gérer l'ensemble de l'infrastructure de recharge de la copropriété. Et donc, dans sa proposition commerciale, il va intégrer la prestation d'Enedis et donc le raccordement du point de livraison. Et donc, c'est lui qui va dimensionner ce point de livraison pour dimensionner l'infrastructure, puis l'infrastructure qu'il y a derrière. Pour vous, copropriété, vous êtes responsable de ce qu'on appelle l'infrastructure collective, c'est-à-dire la création du point de livraison et un tableau électrique qui permet de protéger l'infrastructure en aval. Ça, c'est l'infrastructure collective que l'opérateur réalise pour votre compte. Je ne rentre pas dans le détail, il existe aujourd'hui plusieurs modèles et plusieurs modèles de financement qui permettent soit que la copropriété soit la propriétaire de cette infrastructure, soit que l'opérateur le soit qu'un tiers investisseur le soit. Je vais essayer de détailler très rapidement derrière. Ça permet quoi derrière? Donc, vous avez un contrat avec cet opérateur qui va gérer pour vous tout le sujet de la recharge. Le point d'attention, c'est qu'évidemment, du coup, vous avez un contrat avec cet opérateur dans lequel sont précisées l'ensemble des modalités de maintenance, la compatibilité des équipements de la copropriété, les conditions de sortie, puisque c'est un contrat à durée déterminée, la propriété de l'infrastructure, etc., etc. Le modèle de l'opérateur, évidemment, une fois qu'il est dans la copropriété, lorsque vous avez un résident qui souhaite bénéficier de la recharge, doit se tourner vers cet opérateur pour lui acheter la borne de recharge qui est forcément propriété du copropriétaire. L'opérateur va alimenter cette borne depuis l'infrastructure collective qu'il aura créée et va vendre un abonnement mensuel à cet utilisateur pour avoir accès à la recharge. Là aussi, je ne rentre pas dans le détail, il existe en fonction des opérateurs différents types d'abonnements, soit fixes, soit avec des taux variables. Ça, il faut plutôt se tourner vers les opérateurs pour comprendre les modèles et le coût que ça peut représenter. Dernière architecture possible, je le disais, c'est d'aller créer une infrastructure de réseau public dans l'ensemble du parking. Vous avez quelques photos ici. Donc, vous voyez, c'est un câble collectif. Alors là, il est caché dans son chemin de câble, mais qui parcourt l'ensemble du parking et depuis lequel, lorsqu'un copropriétaire souhaitera installer une borne de recharge sur sa place, on viendra poser un compteur. Vous avez un exemple, un compteur Linky sur la place du résident. Derrière ce compteur Linky, c'est la même chose que dans les autres cas. Le résident est sur sa place privée et sur une infrastructure électrique privée. Donc, c'est lui qui se tournera vers un fabricant, un vendeur de bornes et qui fera raccorder par son électricien sa borne sur son compteur. Qu'est-ce que ça change pour la copropriété? C'est que c'est une gestion qui s'apparente à celle des logements. C'est-à-dire qu'une fois que la copropriété a créé cette infrastructure collective, on va installer des compteurs sur la place des personnes. Et donc, on se retrouve vraiment dans une logique d'appartement où c'est le copropriétaire qui, pour le coup, sera responsable de faire installer la borne et l'équipement électrique sur sa place. Comment il accède à cette recharge? Il n'accède plus à cette recharge par le biais d'un abonnement mensuel auprès d'un opérateur, mais la recharge devient un usage électrique et donc il devra prendre un abonnement d'électricité auprès du fournisseur de son choix pour consommer cette recharge. Les points d'attention aujourd'hui, c'est que veuillez m'excuser, j'ai un appel. Les points d'attention aujourd'hui, c'est que cette infrastructure collective qui circule dans l'ensemble du parking, son investissement doit être porté par la copropriété. On verra les leviers qui existent demain, mais aujourd'hui, en tout cas, cet investissement initial doit être porté par l'ensemble de la copropriété. Quelle que soit la configuration, il existe évidemment des dispositifs d'accompagnement financier. Le plus connu national étant un dispositif qui s'appelle Advenir, qui permet de rétribuer deux choses. Le premier point, c'est l'équipement individuel de chaque copropriétaire. Chaque copropriétaire pourra bénéficier d'une aide pour sa borne à usage privé, ou la copropriété, si elle décide d'installer une borne partagée, bénéficiera d'une aide également un peu plus intéressante. Mais surtout, il y a une aide pour l'installation de l'infrastructure collective que j'évoquais. Dans un cas, avec la création du point de livraison et le tableau général derrière. Dans l'autre cas, la création de l'infrastructure globale qu'on appelle colonne horizontale. Cette aide, elle couvre en gros 50%
de votre investissement initial. Il y a un plafond qui est rarement atteint, mais en gros qui est de 8 000 € lorsque votre parking fait jusqu'à 100 places, plus 75 € supplémentaires par place supplémentaire. Il y a aussi un volet lorsque vous avez soit un parking extérieur, soit une traversée extérieure à faire dans votre partie privée pour alimenter votre parking souterrain de 3 000 € par copropriété lorsque nous avons des travaux à faire en voirie. Ça sont les aides chez une aide nationale qui se cumulent avec d'autres aides qui peuvent être locales, notamment la ville de Paris propose des aides, le département de la Seine-Saint-Denis propose des aides. Enfin voilà, localement, vous avez comme ça quelques aides qui permettent d'aider la copropriété dans l'installation de l'infrastructure collective. J'en ai mis d'autres nationales, vous avez un crédit d'impôt, enfin bref, je ne rentre pas dans le détail. Le dernier point d'aide sur le financement, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, ce sont les solutions de préfinancement. Pour chacune des configurations aujourd'hui, se mettent en place des mécanismes de préfinancement qui permettent de faire en sorte que le financement ne soit pas porté par la copropriété, mais uniquement par les copropriétaires qui utiliseront effectivement cette infrastructure. Pour donner un exemple, et je m'arrêterai là, sur le cas de l'infrastructure privée portée par un opérateur, c'est la Banque des Territoires qui vous propose de porter l'investissement. C'est-à-dire que c'est la Banque des Territoires qui achète à l'opérateur l'infrastructure collective et qui se remboursera comment? À chaque fois que vous avez un résident qui achètera une borne auprès de l'opérateur, il paiera également sa borne évidemment, plus une quote-part qui correspond à sa quote-part de contribution à l'infrastructure collective. Lorsque la Banque des Territoires prendra un pourcentage de copropriétaires pour porter l'investissement, lorsque la part de copropriétaires sera atteinte, donc c'est 20% aujourd'hui, la Banque des Territoires aura remboursé son investissement et vous revendra pour 1 € symbolique la propriété de l'infrastructure collective. Il existe aujourd'hui dans la loi, et les mécanismes sont en train d'être prévus par décret, la même logique dans le cas d'une infrastructure collective publique par le biais d'une colonne horizontale. Voilà, c'était un peu rapide pour faire le tour de la question. S'il y a des questions, n'hésitez pas, sinon on se retrouvera après dans ma salle personnelle. Et puis juste après moi, il y a Michaud qui parlera plus en détail d'une des solutions, la solution colonne horizontale. Et une dernière précision, Xavier, pardon. Non, vas-y. J'ai mis en annexe le guide d'installation des bornes de recharge en copropriété, qui est un guide qui a été fait par l'AVER, donc l'Association nationale pour le développement de la mobilité électrique en France, en partenariat avec l'ensemble des adhérents, évidemment Enedis, mais également l'ensemble de la filière et des opérateurs de recharge. Donc c'est un guide très complet qui, pour le coup, ce que j'ai expliqué là est dans le guide, mais plus largement explique à une copropriété comment gérer, quels sont les conseils pour aborder la question d'une infrastructure de recharge en copropriété. Super, et merci Alexandre. Effectivement, il y a tes coordonnées aussi qui sont dans la plaquette pour cette présentation très claire, et puis cette transition aussi. Quel talent!